Allez, parfait. On va pouvoir commencer, si vous me le permettez. Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous à cette webconférence sur l'arrêté des comptes organisée par PKF Arcilon, que j'ai la chance de représenter, pour pouvoir échanger avec nos meilleurs techniciens et nos meilleurs experts sur les options à prendre pour la clôture 2023. Et Dieu sait que chaque année, au regard des évolutions qui sont les nôtres, c'est un sujet d'intérêt pour nos clients et les directeurs financiers de groupes que nous accompagnons. Voilà, donc en quelques mots, si vous me permettez, si on peut passer à la slide suivante. Je voudrais présenter un petit peu qui nous sommes. Donc le réseau PKF dans le monde est un réseau qui est présent dans plus de 150 pays, qui regroupe à peu près 224 cabinets et 480 bureaux. C'est 20 000 professionnels pour aujourd'hui, je crois, un peu plus d'1,7 milliard de chiffre d'affaires. Ça fait partie aujourd'hui des réseaux principaux qui opèrent au travers le monde, et on a la fierté et la chance au sein de PKF Arcilon de représenter l'ensemble des activités du réseau PKF au niveau international. Voilà. En ce qui concerne le logo PKF, alors petite primeur pour ceux qui sont autour de cette webconférence, c'est la dernière fois que vous voyez ce logo. C'est la dernière fois que vous voyez ces visuels parce qu'effectivement, nous venons ces derniers jours de valider une nouvelle charte qui va rentrer en application et un nouveau branding qui va rentrer en application tout début janvier prochain. Et c'est avec un grand plaisir que pour nos clients, on pourra partager nos nouveaux visuels et notre nouvelle images, nos nouvelles images associées à la marque. Voilà. PKF Arcilon en France, eh bien, c'est un cabinet qui, alors 850, c'est même plus d'actualité. Je crois que nous sommes, on m'a dit, plutôt 940 personnes. C'est 940 personnes plus 75 associés au niveau de la France. C'est un peu plus, je crois, de 93 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une trentaine de bureaux sur l'ensemble du territoire français qui couvrent essentiellement les grandes métropoles, mais pas que. Voilà, et c'est un groupe pluridisciplinaire. Notre groupe est un groupe pluridisciplinaire qui regroupe énormément d'expertise dans tous les domaines. La transformation de la fonction finance, la RSE, la stratégie patrimoniale, l'expertise comptable, l'audit bien évidemment, la paye et le conseil social, mais aussi l'évaluation, le transaction services, le conseil en IT, bref, un cabinet pluridisciplinaire, mais qui a une vocation un petit peu différenciante, c'est celle d'accompagner les entreprises du territoire. Voilà. Nous ne sommes pas focalisés sur les très grands comptes internationaux. Nous travaillons également pour l'ensemble des ETI et l'ensemble des PME qui sont implantés sur nos territoires, de façon à pouvoir leur apporter la meilleure expertise possible pour l'ensemble de nos clients. Voilà. PKF Arcilon, c'est aussi une équipe technique qui va être aujourd'hui emmenée par Jean-Laurent Brassieux, qui nous fait la chance d'animer et d'assurer le fil rouge de cette conférence que nous assurons depuis un certain nombre d'années auprès de nos clients concernant cet arrêté 2023. Donc, je vous souhaite une excellente conférence entre les mains de Jean-Laurent Brassieux et de tous les experts qui sont réunis autour de cette call. J'en vois quelques-uns là qui vont se faire un plaisir de vous guider dans cette nouvelle boîte, enfin, dans ces perspectives d'arrêté 2023 et de ces perspectives de loi de finances pour cette fin d'année. Et je vous souhaite donc une très belle conférence et vous dis à très bientôt. Merci Franck, Jean-Laurent Brassieux. Donc j'ai le plaisir de présenter une partie avec mes collègues sur la partie comptabilité, fiscalité, comptabilité sociale. Alors, compte tenu d'un programme qui, vous pouvez l'imaginer, est assez chargé, nous allons parler successivement donc comptabilité, fiscalité, comptabilité sociale, un petit mot juridique,
consolidation règle française, sachant que cet après-midi, nous avons une partie IFRS, hein, et puis un peu de facturation électronique, un petit peu de RSE pour couvrir un peu tous les sujets à la fois d'actualité et de cet arrêté et aussi un peu à cet arrêté de 2023 et aussi un peu de perspective pour les années à venir. Alors, commençons tout de suite, le temps nous étant compté, par les aspects comptabilité et fiscalité, et notamment quelques mots sur le contexte économique et géopolitique que nous connaissons actuellement. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas nouveau. C'est vrai que ça fait quand même depuis quelques années, entre le Covid, la crise ukrainienne, l'inflation, qu'on a quand même des arrêtés complexes. Et c'est clair que cet arrêté 2023 reste dans la droite ligne des arrêtés précédents. Alors, quelques points d'attention. Je dirais que comme tout arrêté, mais c'est vrai que le contexte rend plus délicat un certain nombre de points, notamment qui concernent donc l'évaluation des immobilisations incorporelles et corporelles, l'évaluation des autres actifs, mais également l'évaluation des passifs. Alors si on prend un peu en détail les problématiques sur l'évaluation des immobilisations incorporelles, qu'est-ce qu'on peut dire? Et clairement qu'on est dans une phase d'inflation, même si les taux de hausse des prix ont tendance à se ralentir, donc qui concerne des incertitudes qui vont forcément générer des incertitudes plus fortes. Et donc, c'est des problématiques de risque de continuité d'exploitation ou à minima d'incertitude en matière de continuité d'exploitation. Et donc, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur l'évaluation des immobilisations incorporelles et corporelles. Alors, je vous rappelle que en matière de règles comptables françaises, à partir du moment où vous avez un indice de perte de valeur, vous devez faire ce qu'on appelle un test de dépréciation, vérifier et prendre le plus élevé des deux, c'est-à-dire le plus élevé de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, à comparer avec votre valeur comptable. Et si malheureusement votre valeur comptable est supérieure au plus élevé des deux de la valeur d'usage ou de la valeur vénale, eh bien vous devez constater une dépréciation. Donc on voit que on a un certain nombre actuellement d'indices de perte de valeur qui peuvent être plus ou moins prégnants selon les activités, hein, l'augmentation des coûts de l'énergie, les problèmes de supply chain. Et puis, tous ces éléments-là vont bien évidemment rendre les tests de dépréciation de plus en plus courants et avec des difficultés de réalisation, puisque dans beaucoup de cas, ces tests de dépréciation vont être basés sur des business plans, hein, et donc les business plans en période d'incertitude sont de plus en plus difficiles à établir, donc ils réclament des travaux de plus en plus précis et pointus en matière de scénario. Et l'autre problème que l'on a, c'est qu'on a une hausse des taux d'actualisation, puisque les taux d'actualisation étant basés sur les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt entraîne de façon automatique une hausse des taux d'actualisation et donc une diminution de la valeur des actifs. Et donc, alors même si on note un ralentissement, le taux des OAT ce matin était à 2,60 alors qu'il était à 3,20 ou 3,30 il y a quelques semaines, donc on peut s'en féliciter, mais c'est vrai que ce problème de taux d'actualisation et de détermination de la valeur terminale font que les tests de dépréciation sont des exercices, déjà que ce pas des exercices faciles à réaliser, mais en période d'incertitude sont de plus en plus délicats. Alors ça, c'est pour les immobilisations incorporelles et corporelles qui sont un gros morceau de l'évaluation des actifs. Évidemment, tous les autres actifs vont également être concernés, que ce soit des titres de participation, les prêts et créances avec un problème de détermination de la valeur recouvrable, tous les effets qu'on peut avoir sur les stocks, bien évidemment, sur les effets de la valorisation des stocks, avec dans certains cas des effets un peu, notamment dans le cas de l'utilisation de la méthode FIFO, des effets qui peuvent être un peu entre guillemets pervers, puisque
vous allez vendre des produits, si vous avez des hausses des prix, des hausses des prix de vente, vous allez vendre les produits les plus anciens, donc les moins chers, et si on se retrouve avec des impacts qui peuvent altérer les marges, hein. Et bien évidemment, également, un problème qu'on avait déjà évoqué l'année dernière, c'est la problématique des provisions pour hausse des prix, hein. Je vous rappelle que fiscalement, on peut constituer, quand les produits augmentent de plus de 10%, on peut constituer en franchise d'impôt ce qu'on appelle une provision pour hausse des prix et qui est reprise au bout de 6 ans. Donc, il peut avoir des effets quand même bénéfiques en termes de trésorerie, quand même, hein. Donc, vérifiez bien ces éléments-là. Autre élément, mais je dirais qui concerne plus les comptes consolidés, c'est le problème de la recouvrabilité des impôts différés actifs sur lequel on peut avoir quelques problèmes. Ça, c'était pour ce qui était de la partie active. Pour la partie passive, on a évidemment des problématiques de contrats déficitaires, un risque accru de contrats déficitaires et donc de provision pour ces contrats déficitaires. On a tout ce qui est évaluation des engagements de retraite. Et je dirais que là, on est plutôt sur quelque chose d'assez favorable, puisque la hausse des taux d'actualisation, de la même façon que pour l'évaluation des actifs, entraîne une diminution de la valeur des passifs. Donc, un effet favorable en termes d'engagement, mais un problème particulier qui est la détermination de la hausse des salaires sur le long terme, puisque vous savez qu'il y a à la fois un effet d'actualisation, mais également un effet de projection de la hausse des salaires, et c'est pas très évident actuellement de déterminer quelle sera ces évolutions salariales. Et dernier point également au niveau plutôt des passifs, hein, c'est tout ce qui est emprunt, dette, trésorerie, où on peut avoir des impacts euh, bah, évidemment, si vous avez des taux variables, si vous avez des couvertures, donc tous les effets que ça peut avoir, si vous avez des covenants, si vous avez des renégociations de dette. Donc, tous ces éléments-là, bien évidemment, entraînent des difficultés pratiques d'évaluation au terme pour l'évaluation, pour l'établissement de votre bilan. Alors, quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est aussi de l'importance de l'annexe, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'incertitudes. Donc, si on a des incertitudes, on doit avoir des scénarios, des jugements, et donc il est important que tous les jugements que vous êtes amenés à avoir pour cette clôture 2023 soient indiqués en annexe, hein. Donc, clairement, une difficulté, un arrêté des comptes encore compliqué. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va se perdurer. Alors, bon, ayant situé, je dirais, l'environnement global, on va passer maintenant sur des choses un peu plus pratiques et terre à terre, donc notamment sur le projet de loi de finances pour 2024. Alors, les gens qui nous avaient suivis l'année dernière, on leur avait annoncé d'une bonne nouvelle qui était la suppression de la CVAE. Malheureusement, cette suppression a été reportée à 2027 avec un échelonnement, une suppression qui sera en fait échelonnée sur 4 ans avec, avec une réduction progressive des taux de CVAE. Alors, on voit les taux sont variables selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais pour les plus grandes entreprises, on va partir de 0,375 en 2023 pour descendre à 0,28, 0,19, 0,09 en 2026 et une suppression définitive en 2027, sauf si, bien entendu, le législateur décidait euh, de reprendre, de revoir ce planning de suppression. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Alors, autre point qui est un peu plus intéressant, qui concerne au niveau du projet de loi de finances pour 2024, la mise en place d'un crédit sur les industries vertes. Alors, c'est un nouveau crédit qui s'appelle pour l'investissement dans l'industrie verte, hein, C3IV, pour les entreprises qui sont engagées dans les secteurs participant à la décarbonation de l'économie. Donc, on se rend compte déjà depuis quelques années qu'il y a des efforts particuliers pour verdifier en fait notre économie, et donc il y a les décisions fiscales qui sont liées à ça. Alors, il y a 4 filières clés pour la transition énergétique. Le secteur de l'hydrogène n'ayant pas été retenu puisqu'il fait l'objet d'aides particulières.
Et donc, on a les batteries, l'éolien, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Donc, on voit quatre grands secteurs qui sont bien évidemment très liés à l'écologie et à la décarbonation de l'économie. Alors, serait éligible à ce C3 IV, ce crédit d'impôt spécifique, les industries qui produisent les équipements dédiés à ces filières, la production de composants essentiels ou la production et la valorisation de matières premières critiques utilisées dans ces secteurs. Alors, c'est pas une aide directe, hein, c'est pas une aide directe, par exemple, à l'industrie, aux producteurs d'électricité éolien ou photovoltaïque, hein. C'est pour aider la filière qui produit les machines pour, pour ces secteurs, hein. Alors, donc, ceux qui produisent directement les équipements, si vous produisez des éoliennes, vous êtes directement concerné. Pour les gens qui produisent des composants, il vous est demandé, ou qui produisent des matériaux qui sont utilisés, il vous est demandé quand même d'avoir 50% à minima de votre activité dédiée à ces secteurs en termes de chiffre d'affaires. Donc, quelque chose quand même qui est pas forcément toujours facile, qui sera pas forcément toujours facile à déterminer. Alors, ce C3IV sera calculé sur la base des investissements réalisés. Alors, autant les investissements corporels, bâtiments, installations, équipements, machines, que incorporels, si vous avez des droits sur des brevets, sur des licences, des choses comme ça, sur les droits de propriété. Donc, c'est tous les investissements réalisés en France avec des conditions spécifiques de maintien sur le territoire français. Pour pas que vous délocalisiez cette production après avoir bénéficié du crédit d'impôt du crédit d'impôt sur les industries vertes. Donc, c'est jusqu'en 2025. C'est pour les investissements réalisés jusqu'en 2025. Et le crédit d'impôt est quand même très significatif puisqu'il varie entre 20 et 60% de l'investissement selon la taille des entreprises et selon les zones d'investissement. Dans certains cas, alors le 60%, c'est que si vous êtes PME dans des zones aidées, ben vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt jusqu'à 60%, ce qui est quand même très, très significatif. Cependant, ce crédit d'impôt est soumis à demande d'agrément, hein, c'est-à-dire que vous devez d'abord demander un agrément à la DGFiP et qui, après avis de l'ADEME, vous donnera cet agrément. Alors, l'agrément est d'ores et déjà disponible sur le site de la DGFiP. Si vous avez des projets d'investissement qui peuvent prendre un peu de temps, vous pouvez d'ores et déjà demander l'agrément. Alors, autre évolution, toujours liée au projet de loi de finances pour 2024, ça concerne les prix de transfert. Alors, vous savez que c'est un sujet qui est quand même toujours beaucoup débattu avec l'administration fiscale. Et là, on a quand même un nouveau durcissement de ce régime, puisqu'en fait, les obligations de documentation complète, donc avec ce qu'on appelle le master file, le benchmark et des choses comme ça, une documentation vraiment complète et qui demande quand même pas mal de travail, jusqu'à présent était réservée aux groupes qui dépassaient 400 millions de chiffre d'affaires consolidé. Maintenant, on passe à 150 millions. Donc, on va augmenter de façon très significative le nombre d'entreprises qui seront concernées par cette documentation complète. Renforcement des sanctions également, c'est-à-dire en cas de non-production de la documentation, on passe de 10 000 à 50 000 euros. C'est quand même une augmentation significative. De même, en cas de divergence entre la documentation des prix de transfert et la méthode effectivement utilisée, l'écart est réputé constituer un transfert indirect de bénéfices à l'étranger. C'est-à-dire que, et ça sera à vous d'apporter la preuve que ce n'est pas le cas, sachant que vous n'avez pas la documentation par principe pour le faire. Donc on voit quand même un durcissement quand même assez important, d'où l'importance d'avoir une documentation complète et à jour et qui est effectivement appliquée. Et puis il y a une extension du délai de reprise pour les transferts d'actifs incorporels difficiles à évaluer. L'administration, notamment dans le cas de cession de marque, de transfert de marque ou de transfert de technologie, est quand même assez, elle réclame un peu plus de temps.
Donc, vous voyez une évolution quand même significative par rapport à ça. Autre point d'attention, alors c'est la transposition de la directive pilier 2. Paul vous en reparlera tout à l'heure en matière de consolidation. Ce qu'il faut savoir, donc au niveau de l'OCDE, donc qui regroupe une grande majorité des pays dans le monde, ils ont déterminé un taux minimal, ce qu'on appelle le pilier 2, qui est un taux minimal d'imposition qui est de 15%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les entreprises qui ont des filiales, par exemple à l'étranger, qui ne payent pas, qui payent moins de 15% d'impôts, elles ont à payer ce qu'on appelle une top-up tax qui couvre la différence entre le taux réel et le taux de 15%. Donc ça ne concerne que les entreprises de plus de 750, qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'assez qui concerne plutôt les grands groupes, mais pas seulement, parce qu'on se rend compte que pas mal de groupes sont concernés. Et donc, il y a la mise en place d'un impôt national complémentaire qualifié, ce qu'on appelle Qualified Domestic Top-Up Tax, qui permet quand même, dans le cas où vous avez une filiale, par exemple, qui a un taux d'impôt effectif de 9%, de payer 6% supplémentaires pour arriver à ces 15%. Alors, là, ce que je vous dis, c'est des choses vraiment de base, hein, parce que le système est quand même très complexe, puisqu'il réclame également de déterminer des résultats et des résultats sur la base de méthodes comptables spécifiques au CDE, hein. Donc, et donc, c'est pas toujours très facile et c'est quand même très compliqué à mettre en place. Alors, faites attention, puisque dès l'année prochaine, si vous êtes concerné, dès l'année prochaine, à minima, il faudra payer cette top-up tax, si vous êtes concerné. Dernier point concernant le projet de loi de finances pour 2024, hein, qui concerne que les mesures, nous ne parlons aujourd'hui que des mesures exclusivement pour les entreprises. Donc la taxation au taux réduit des plus-values de cession d'immeubles de bureaux destinés à être transformés en immeubles d'habitation, hein, au lieu de 25, on paierait de l'impôt à 19%. En matière d'intégration fiscale, extension du champ d'application de la QPFC, c'est-à-dire la quote-part pour frais et charges, de 1% aux dividendes reçus par une société non membre d'une intégration fiscale par choix d'une filiale européenne. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas choisi de faire l'intégration fiscale, si vous respectez les conditions de l'intégration fiscale, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de cette QPFC de 1%. Autre point qui peut être également intéressant, c'est au niveau de l'intégration. Vous savez que l'intégration fiscale ne peut se faire que si on a plus de 95%, hein. Et le problème qu'on a dans certains groupes ou dans certaines entreprises, c'est comment tenir compte des actions qui sont détenues par les salariés et qui peuvent vous faire passer sous le seuil des 95%. Donc là, il y a eu un aménagement qui permet de ne pas prendre en compte les titres détenus par les salariés et qui permet de respecter ce seuil de 95%. Un nouvel aménagement, renforcement du statut de l'entreprise innovante. On avait déjà eu une évolution l'année dernière, on renforce le principe, et puis des prorogations de certains régimes de faveurs zonées, hein. Vous savez que dans certaines zones, on bénéficie d'avantages fiscaux, donc elles ont été prorogées pour beaucoup. Donc voilà les principales mesures, donc pas un grand cru en matière de loi de finances, mais quand même quelques mesures qui permettent de voir d'une part ce qui est verdissement de l'économie. On a vu le crédit d'impôt, ce qui est renforcement des mesures de contrôle et de transfert de bénéfices à l'étranger par rapport au prix de transfert. Donc, une évolution, je dirais, continue des grands points d'attention pour les entreprises. Alors, quelques points d'attention comptable.
Alors, on vous fera passer le support et vous verrez que dans le support, il y a un certain nombre, bon, compte tenu du temps limité que nous avons ce matin et de notre souhait de traiter un maximum de sujets, on n'a pas pu traiter tous ces points comptables. Bien évidemment, vous les retrouverez dans votre support et si ça vous posait problème, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, un point d'attention particulier qui concerne les dépréciations du fonds commercial. Alors, la position traditionnelle de l'administration fiscale, c'était de dire quand on peut déprécier un fonds commercial, hein, c'est pas interdit, et la dépréciation est déductible pour autant qu'elle s'appuie sur une valeur vénale qui soit vérifiable. Alors, la problématique qu'on a eue là, c'est une société de radiologues qui a déduit fiscalement une dépréciation sur son fonds de commerce en justifiant cette dépréciation sur le fait que la valeur vénale du fonds de commerce, au vu des transactions récentes sur ces titres et de l'évolution démographique de la zone, le justifiait. C'est-à-dire que comme ils avaient du mal à trouver des remplaçants pour les gens qui partaient en retraite, quand les titres étaient vendus, les titres étaient vendus à une telle valeur qu'on pouvait reconstituer la valeur vénale, bien évidemment, du fonds commercial, et que là, ça justifiait une dépréciation. Et donc, évidemment, l'administration, dans le cas d'un contrôle, a contesté cette dépréciation, jusqu'en cour administrative d'appel. La Cour administrative d'appel avait donné raison aux contribuables en disant bon, on peut retrouver la valeur du fonds, la valeur vénale du fonds commercial, mais quand c'est arrivé en Conseil d'État, le Conseil d'État a dit pour satisfaire les règles de déductibilité fiscale, on doit également respecter les règles de comptabilisation telles qu'édictées par le plan comptable général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je l'expliquais tout à l'heure, on va prendre le plus élevé des deux, la valeur vénale, basée entre guillemets sur une valeur de marché, ou une valeur d'usage, c'est-à-dire une valeur estimée basée sur des flux futurs, et on va prendre le plus élevé des deux, et ça va pouvoir justifier une dépréciation comptable. Alors, en l'espèce, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été reproché à la société, c'est de ne pas avoir fait de test de dépréciation basé sur la valeur d'usage, de s'être exclusivement basé sur la valeur vénale, et donc de ne pas pouvoir justifier que la valeur d'usage était inférieure à la valeur vénale. Sachant que dans les textes fiscaux, il est expressément indiqué qu'on ne peut pas déprécier un fonds commercial sur la base de flux futurs de trésorerie, sur des cash flows futurs tels qu'on le fait pour une valeur d'usage. Alors donc on est un peu dans une contradiction parce que d'une part on nous dit on ne peut pas déduire ce qui s'est calculé par rapport à la valeur d'usage, mais vous devez quand même calculer par rapport à la valeur d'usage. Alors c'est vrai que ce texte met en évidence donc d'une part un souhait des cours fiscales que sont surtout les cours administratifs d'appel ou le Conseil d'État, d'avoir toujours un lien avec la comptabilité, mais qu'au-delà de ces règles comptables, parce que c'est vrai que cet arrêt nous avait semblé plutôt favorable à pas mal de gens, en disant si on respecte les règles comptables, ça veut dire que notre dépréciation fiscalement est déductible. Mais ce que rappelle le Conseil d'État, c'est qu'il faut non seulement respecter les règles comptables, mais également les règles fiscales. Donc, ce qui veut dire qu'on se retrouve dans une certaine forme de contradiction qui fait que ça sera toujours quand même dans beaucoup de situations, ça sera réellement difficile de justifier une dépréciation d'un fonds commercial. Alors, autre point d'attention, alors on a fait un petit pot pourri de décisions de l'année qui peuvent être en général soit des décisions du Conseil d'État, soit qui sont plutôt orientées fiscales dans ce cas-là, bien évidemment, soit des décisions de la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui sont là, dans ce cas-là, plutôt orientées purement comptabilité. Et donc ça, là, on passe sur une décision de la CNCC qui a traité des clauses de complément de prix. Alors c'est vrai que autant au niveau du règlement sur les comptes consolidés, on a quelques précisions sur le sujet,
autant au niveau du plan comptable général, on n'a absolument aucun développement sur savoir comment on comptabilise une clause de complément de prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est le raisonnement qu'a tenu la CNCC sur le sujet. D'abord, il faut analyser la clause pour s'assurer qu'il s'agit réellement d'une clause de complément de prix. Et non pas, par exemple, la rémunération d'un service réalisé par le vendeur, ce qu'on rencontre quelquefois, hein, c'est-à-dire que le vendeur reste quelque temps dans l'entreprise acquise et à ce titre reçoit un complément de prix qui en fait dans ce cas d'espèce plutôt une rémunération, ou vérifier qu'il n'y a pas d'élément incorporel. Hein. Ça serait dans le cas où l'acquisition bénéficierait à la société acquéreuse. Et donc là, il y aurait une création entre guillemets d'un élément incorporel et donc une comptabilisation en charge. Donc on voit bien que d'abord s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une clause de complément de prix, et dans le cas où il s'agit d'une véritable clause de complément de prix, ce qu'on appelle une clause d'earn-out en anglais, elle doit être ajoutée au coût d'acquisition et par la contrepartie d'un passif, hein, bien évidemment. Et puis cette clause de complément de prix sera ajustée, doit être ajustée tous les ans, si c'est une clause qui est pluriannuelle, jusqu'à son dénouement définitif, et une information doit être donnée en annexe. Ce qui est intéressant quand même dans cette décision, dans cette position doctrinale de la CNCC, c'est que la CNCC a indiqué que en tout état de cause, ce n'était que dans des cas vraiment rares et exceptionnels qu'on n'arriverait pas à avoir cette clause le montant de l'ajustement de prix. Vous devez, sauf cas vraiment exceptionnel, vous devriez être en position d'évaluer cette clause de complément de prix. Hein. Donc, pas de, il n'y a pas la solution de dire ah ben, je ne sais pas, je ne peux pas. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même important de le rappeler. Alors, autre point, alors là, on retourne au niveau des juridictions fiscales. Là, ce n'est pas le Conseil d'État, c'est la Cour administrative d'appel de Paris qui s'est prononcée sur la déductibilité d'une provision pour restructuration. Et donc, le point, c'était une société qui avait engagé avant la date de clôture un plan de restructuration sous conditions suspensives d'autorisation des autorités de tutelle. Mais à la date de clôture, le plan social avait été négocié avec les organisations syndicales, les salariés étaient informés et le plan avait été transmis à la DRITS, ou DRATS, je ne sais pas comment, hein, ce qui remplace la directe en fait. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait un commencement d'exécution du plan avant la date de clôture. Et l'accord des autorités de tutelle n'a en fait été obtenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes. Donc on avait, au niveau comptable, on avait tous les éléments qui justifiaient de l'existence d'une provision, notamment l'information des salariés. On avait créé une attente, pour autant que ça puisse être une attente, mais on avait créé une attente irréversible au niveau des salariés. À ce titre-là, donc la provision était parfaitement justifiée au niveau comptable. Mais ce qu'a dit la Cour administrative d'appel de Paris, c'est que tant que la condition suspensive n'était pas levée, eh ben, la provision n'était pas déductible. Ce qui crée quand même, dans ce cas, une nouvelle distorsion entre les règles comptables et les règles fiscales, qui va un peu à l'encontre avec la position qu'avait eu l'administration, qu'avait eu le Conseil d'État il y a quelques années sur le fameux arrêt de la financière du rond-point, qui disait qu'à partir du moment où une provision est comptabilisée, elle doit être déduite fiscalement, sauf cas contraire. Et là, on a une position qui est un petit peu délicate. On nous dit, ah bah, tant que tu n'as pas de conditions suspensives, quand bien même comptablement la provision est justifiée, eh bien, elle n'est pas déductible. Donc, on se retrouve sur une situation un petit peu quand même inconfortable. Donc, faites bien attention quand même si vous avez des problématiques de conditions suspensives, alors que ça soit sur une provision de restructuration, mais que ça puisse être sur une autre situation, la condition suspensive, elle n'a pas forcément le même traitement au niveau comptable qu'au niveau fiscal. Alors, autre point, là, c'est une décision du
du Conseil d'État, et cette décision du Conseil d'État est quand même assez importante, parce que ça va à l'encontre de pas mal des décisions qui étaient pas très favorables aux contribuables. Ça concerne la déductibilité des conventions de management fees. Alors, dans le cas qui a été soumis à l'administration, on avait une société B avec Monsieur X qui était gérant, et qui avait une filiale, la société A, où Monsieur X était gérant non rémunéré, et la société A versait à la société B des management fees, et Monsieur X était rémunéré sur le résultat de la société B. Donc, un schéma très classique qu'on rencontre quand même très très souvent dans la vraie vie, hein. Donc, il y a beaucoup, dès qu'on a des holdings, on a souvent des montages de ce type. Et quasi systématiquement, bon là, c'était la Cour administrative d'appel de Marseille qui a jugé que les prestations qui étaient réalisées par la société B envers la société A étaient typiquement des prestations de gérance, en fait, puisque effectivement B gérait A, que comme A avait décidé de ne pas rémunérer le gérant, ça veut dire qu'elle avait décidé également de ne pas rémunérer toute action ou toute prestation de gérance. Et qu'à ce titre, B, ne fournissant pas d'autres prestations que ces prestations de gérance, eh bien, les prestations de gérance n'étaient pas déductibles chez A et constituaient un acte anormal de gestion. Alors, c'est quelque chose d'assez classique, hein. On a pas mal malheureusement, de jurisprudence qui vont assez souvent dans ce sens-là, où on considère qu'à partir du moment où le gérant ou les fonctions de président, par exemple, de la société A ne sont pas rémunérées, eh bien, tout management fees qui recouvre ces fonctions de direction générale, eh bien, ne peut être déduite au niveau fiscal. Alors, le Conseil d'État, le 4 octobre 2023, donc c'est tout neuf et tout récent, hein, l'encre de la décision est à peine sèche. Le Conseil d'État a considéré que, sous certaines conditions, une société peut conclure une convention de management fees quand elle rémunère le gérant des deux sociétés et sans que cela constitue un acte anormal de gestion. Donc, c'est une évolution assez intéressante qui va un peu à l'encontre de la position aussi de la Cour de cassation, parce qu'en droit commercial, la Cour de cassation considère également que ce genre de montage conduit à ne peut pas être valable. Et donc, à ce titre, cette évolution du Conseil d'État est quand même intéressante. Donc, il admet qu'il n'y a pas eu d'appauvrissement, en fait, hein. C'est simplement la façon de rémunérer la gérance. Au lieu d'avoir une rémunération directe, on avait une rémunération indirecte, mais que c'était qu'une façon, mais qu'il n'y avait pas un appauvrissement de A ou de B par rapport à ça. Alors, par contre, j'attire votre attention sur ce point, c'est que si vous avez ce type de montage et vous comptez bénéficier de cette position du Conseil d'État, il faut quand même que ça soit justifié juridiquement. C'est-à-dire qu'à minima, vous ayez une décision soit d'un conseil, soit d'une assemblée qui dit que effectivement, le gérant n'est pas rémunéré directement, mais indirectement via des management fees. Mais c'est quand même une solution, c'est quand même une décision intéressante. Alors, autre point d'attention sur lequel on voulait venir, c'était sur la problématique d'une reprise de provision et du droit à compensation. Alors, la problématique que le Conseil d'État a été amené à juger, c'est une société qui a constaté une créance irrécouvrable en charge et la société ayant déprécié cette créance reprend la provision. Donc, effet nul sur le résultat fiscal. Dans le cas d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Dire, ah ben non, la créance, elle n'est pas irrécouvrable, donc vous n'aviez pas le droit de la passer en charge. Le contribuable demande à bénéficier du droit à compensation en disant, bah, dans ce cas-là,
je voudrais qu'on annule la reprise de provision. Et à l'administration et le Conseil d'État lui dit non. La provision est liée à l'écriture comptable de constatation de la perte. La provision ne figurant plus dans les comptes, elle ne peut plus être réduite, puisque vous avez annulé la provision. Donc, ce qui veut dire qu'on se retrouve dans une situation quand même relativement désagréable, où on va payer de l'impôt sur une reprise de provision sans pouvoir déduire la charge. Et donc, on se retrouve avec cette créance qui est rajoutée, entre guillemets, à l'actif du bilan, et où il va falloir repasser une provision, ou faire une correction d'erreur comptable pour pouvoir justifier et faire des déclarations rectificatives pour pouvoir bénéficier de cette compensation. Donc vous voyez, petite cause, grands effets, quelque chose qui était quand même... Alors faites bien attention, si vous avez des créances irrécouvrables, de bien avoir tous les éléments qui justifient l'irrécouvrabilité de la créance. Parce que si l'administration dit votre créance n'est pas irrécouvrable, vous avez repris la provision, je dirais que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un double impôt. Donc voilà quelques décisions. Donc vous verrez dans le support qui vous sera transmis un certain nombre d'autres décisions, notamment en matière de chiffre d'affaires, mais c'est vrai qu'il aurait dépassé un peu le temps dont il disposait ce matin. Alors, au niveau des nouveaux textes, il y a un nouveau texte qui est tout récent, qui date du 10 novembre 2023, qui est le règlement 2023-05 de l'ANC, qui parle des solutions informatiques. Alors, les principes généraux de ce texte, c'est un principe de comptabilisation. Le principal principe, excusez-moi, mais c'est une comptabilisation unique, quel que soit le mode d'hébergement. Alors que ça soit une acquisition de licence ou en mode SaaS, c'est le même principe de comptabilisation. Alors pourquoi ce texte? Notamment parce que en IFRS, il est considéré que tous les travaux, par exemple, de customisation ou d'implémentation d'un logiciel en mode SaaS, le logiciel en mode SaaS étant une charge, tous les travaux relatifs à l'implémentation de ce logiciel doivent être comptabilisés en charge. Ce qui pose d'ailleurs en IFRS pas mal de soucis. Là, l'objectif de l'ANC, c'était de dire, quel que soit le mode d'acquisition du logiciel, à partir du moment où vous avez des travaux d'implémentation, des travaux de customisation et qui répondent à certains critères, eh bien, vous devez les comptabiliser obligatoirement à l'actif. Alors, ces conditions, elles sont au nombre de 5. Faisabilité technique, intention d'achever, capacité de la solution à créer des avantages économiques futurs, ressources appropriées, évaluation fiable des dépenses. Donc, c'est assez proche, en fait, des conditions pour activer des dépenses de développement. Et donc, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et donc, ce texte prévoit donc inscription obligatoire, quel que soit le mode d'hébergement, inscription obligatoire à l'actif, si vous respectez ces conditions. Entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 2024, donc il ne nous laisse pas beaucoup de temps, là, nos amis de l'ANC, puisque c'est un texte du 10 novembre 2023, avec une application rétrospective limitée à 2023. C'est-à-dire, si vous avez engagé des dépenses sur 2023 qui répondent aux définitions du règlement 2023-05, eh bien, vous pouvez les activer. En revanche, vous ne pouvez pas remonter sur 2022-2021 si vous avez passé en charge des dépenses qui répondraient à la condition d'un actif. Et donc, ce texte s'accompagne par la création d'un nouveau compte, donc le 205-300, qui s'appelle Solutions informatiques. Donc, tous les éléments relatifs à des travaux informatiques doivent être comptabilisés dans cet élément-là, dans ce compte-là. Alors, autre point, autre élément, au niveau de la modernisation des états financiers, je vous rappelle qu'on a un règlement de 2022-06 qui est d'application au 1er janvier 2025, donc l'année prochaine, et qui prévoit certaines modifications quand même significatives du plan comptable, notamment sur 2 points
qui est la nouvelle définition du résultat exceptionnel. On aura beaucoup moins de possibilités d'inscrire des éléments en résultat exceptionnel. Ça sera soit les écritures entre guillemets fiscales, amortissement dérogatoire, provision pour hausse des prix, des choses comme ça, soit correction d'erreur ou changement de méthode comptable, soit des éléments non récurrents. On appréciera plus le caractère exceptionnel par rapport à sa non-récurrence que par rapport au type d'opération. Je prends un exemple, les cessions d'immobilisation qu'on mettait en 675, 775, passeront directement maintenant en résultat d'exploitation. Donc, on n'aura plus les cessions d'immobilisation en exceptionnel. En revanche, par exemple, des cessions d'immobilisation dans le cadre d'un arrêt d'activité, elles passeront en exceptionnel parce que l'arrêt d'activité est quand même une opération par principe non récurrente. Donc, vous voyez qu'il y aura quand même quelques changements à prévoir par rapport à ça. Alors, faites attention quand même. Il va y avoir vraisemblablement dans certains cas des impacts qui pourront être significatifs sur certains agrégats. Alors les agrégats, c'est quoi? C'est résultats d'exploitation, résultats courants, hein, qui vont être modifiés par ces textes. Et donc notamment impact sur la participation des salariés, impact limité sur la valeur ajoutée, puisqu'on a vu que c'est en train la CVAE est en train d'être supprimée. Impact sur le calcul des covenants, notamment tous les ratios basés sur les excédents bruts d'exploitation. Donc, on va pouvoir avoir, dans certains cas, des impacts par rapport à ça. Donc, faites attention à ce texte-là. C'est vrai que ce texte-là, bon, en plus, c'est un texte de 2022 qui est d'application 2025. Il est un peu tombé dans les oubliettes d'une certaine façon. Nous, ce qu'on conseille, c'est clairement de simuler dès 2023, donc dès que vous aurez fini votre bilan 2023, commencez à regarder quel effet ça pourra avoir par rapport à vos comptes et par rapport à certains ratios, quoi. Voilà, et donc au niveau des travaux en cours, il y a d'autres travaux en cours au niveau de l'ANC, mais pour l'instant qui sont pas très très avancés. Donc la comptabilisation du chiffre d'affaires, il y avait déjà eu une action qui avait été entamée de 2018 de mémoire et qui était un peu tombée dans les oubliettes avec le Covid, qui va être réengagée. Donc une nouvelle consultation va être engagée. Et au niveau de la distinction entre dette et capitaux propres, notamment ce qui est notion d'autres fonds propres, il y a une consultation actuellement en cours et je pense que le texte devrait intervenir à partir on devrait avoir le texte pour 2024 avec une application 2025 ou 2026. Donc voilà ce que j'avais à dire en fiscalité comptabilité et je vais passer la parole à Céline Calverac qui est spécialiste en matière de droit social et qui a plein de choses à nous dire, notamment sur les congés payés et sur la maladie. Donc, Céline, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter donc, le volet droit social et on le verra dans le déroulement. Il y a pas mal d'impacts également au niveau des provisions à prévoir dans les comptes et du bilan en fin d'exercice pour les entreprises. Il faudrait passer à la... Merci. Alors, donc le premier impact, la première nouveauté en fait qui est arrivée à la rentrée, en même temps presque juste après la rentrée scolaire, donc c'était les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Et pour les services RH de nos clients, ça a été ce qu'on appelle un tsunami juridique, puisque ces arrêts sont venus revoir les règles d'acquisition des congés payés pendant une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Donc, ça nous pendait au bout du nez depuis plus de 10 ans, dans la mesure où notre droit national n'était pas en conformité avec le droit européen, et en particulier la Charte des droits de l'Union européenne.
Donc, la Cour de cassation a reconnu cette non-conformité et a clairement, dans 3 décisions, écarté l'application du Code du travail. Donc, les règles d'acquisition des congés payés, en fait, elles sont liées à la notion de travail effectif. Donc, quand on travaille, on acquiert des congés payés. Dans ces arrêts, la Cour est venue dire que lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour maladie, il continue d'acquérir des congés payés, sans limitation de durée, quelle que soit la durée de cet arrêt. Concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y avait bien acquisition des congés payés, mais seulement pendant 1 année, sauf dans les 2 cas, bien sûr, disposition de conventions collectives plus favorables. Et là, la Cour de cassation est venue écarter donc, la disposition du Code du travail sur ce point, en décidant que même en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, l'acquisition des congés payés n'était pas limitée à 1 année et que donc les congés continuaient de s'acquérir pendant toute la durée d'absence du salarié au titre de ces arrêts. Et ensuite, donc, dans un 3e arrêt, je pense qu'il faudrait passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est une mise en conformité par rapport au droit européen. Donc, quels sont les arrêts? Je viendrai après sur le dernier arrêt qui concerne la prescription. Donc, quels sont les congés payés concernés? Ça concerne tous les congés payés, c'est-à-dire les congés légaux, les 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables prévus par le Code du travail, mais également les congés payés supplémentaires qui sont prévus dans les conventions collectives. Donc, ça concerne les congés, par exemple, pour ancienneté, et également les congés trimestriels prévus dans la Convention du handicap. Donc, c'est une acquisition, voilà, sans limitation de durée. Alors, comment est-ce qu'on va appliquer ces nouvelles règles? Alors, ce qui va être compliqué, c'est que cette décision ne s'applique pas à compter du 13 septembre, c'est-à-dire qu'elle produit ses effets sur le passé. Donc, la prescription, c'est l'arrêt qui a été rendu, le 3e arrêt qui a été rendu sur ce point. Une prescription ne commence à courir que lorsque le salarié a été informé par l'employeur et mis en mesure de prendre ses congés payés. Donc, l'exercice du droit à congé, lui, se prescrit par 2 ans. Et le droit à l'indemnité de congé payé, donc l'indemnité qui est versée en cas de départ du salarié, cette indemnité, elle est assimilée à du salaire au niveau des charges sociales. Et donc, la prescription est de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Sauf que dans ces affaires, l'employeur n'a jamais mis le salarié en mesure de prendre ses congés et ne l'a jamais informé de ses droits à congé, puisque nos employeurs et tous les employeurs ont appliqué de bonne foi le Code du travail tel qu'il était rédigé. Donc, il résulte de ces éléments que le salarié n'ayant jamais été informé, la prescription n'a jamais commencé à courir. Et donc, ça permet en fait à un salarié, et c'est là toute la difficulté de ces arrêts et tous les impacts financiers, on considère qu'un salarié, et ça a été confirmé par le doyen de la Cour de cassation qui a été interviewé sur ce point, pourrait tout à fait demander ses droits à congés payés acquis pendant un arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009. Alors, pourquoi le 1er décembre 2009? C'est parce que c'est la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui donne un effet direct à la réglementation européenne lorsque les États n'ont pas pris les mesures pour transposer les directives dans des lois françaises. Donc, il se pose la question de limiter les effets. Alors, actuellement, on a ces arrêts de Cour de cassation et donc, à partir de septembre, on doit faire acquérir des congés payés aux salariés qui sont en arrêt maladie ou en arrêt pour accident de travail de plus d'1 an. Mais pour l'instant, le législateur n'est pas encore intervenu. Donc, le ministre du Travail a fait savoir qu'il y aurait certainement une loi, un projet de loi en tout cas, qui allait être présenté aux parlementaires au 1er trimestre de 2024. Mais pour l'instant, ils sont encore en train d'étudier les impacts de cette loi. Donc, comment limiter ces effets? Alors, on est un peu dans une situation d'analyse, de prospective, hein, mais l'idée, donc, ce qui a été en tout cas confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'on peut limiter les effets du report.
Alors, le report, c'est le salarié qui a été en arrêt maladie, qui a cumulé des congés. Et forcément, quand il reprend son travail, après sa visite de reprise, eh bien, il aura potentiellement cumulé des jours de congés payés. Et comme c'est sans limitation de durée, quelqu'un qui a été arrêté pendant 2 ans, eh bien, il a 60 jours de congés, de jours ouvrables qu'il peut prendre. Et là, ce qui serait possible, c'est de limiter les reports et une durée de 15 mois à compter de la fin de période de prise, d'acquisition des congés, lorsque le salarié reprend, a été jugé raisonnable. Donc, imaginons quelqu'un qui a été en arrêt, il doit solder au 31 mai 2024 ses congés acquis. Ça pourra être prorogé jusque fin 2025. Et je laisse la parole à Jean-Laurent pour vous expliquer la provision comptable. Oui, parce que c'est vrai que ce problème de congés payés n'est pas sans poser des problèmes au niveau comptable. Alors, je crois qu'il faut faire la distinction entre ce qui est droit acquis à compter du 13 septembre 2023, comme l'expliquait Céline, et qu'est-ce qu'on fait, je dirais, de la situation antérieure. Alors, pour ce qui est de la situation à partir du 13 septembre 2023, il est clair que votre provision pour congés payés doit intégrer les nouvelles dispositions telles que édictées par la Cour de cassation, hein, c'est-à-dire que votre provision pour congés payés au 31 décembre doit tenir compte de ces nouveaux éléments pour justifier le calcul. Hein. Donc, il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est qu'il faut revoir au niveau de vos logiciels et de vos modalités de détermination des provisions pour congés payés, ces éléments-là. Alors, pour ce qui est des droits antérieurs au 13 septembre 2023, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a plusieurs situations. On a le cas des entreprises qui décident spontanément de régulariser. Bon, là, si l'entreprise décide spontanément de régulariser la situation, bien évidemment, là, on rejoint la situation des droits acquis depuis le 13 septembre, et donc on va se retrouver avec une charge à payer pour régulariser la situation. L'autre situation, qui est celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est quand l'entité ne régularise pas les droits des salariés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de provision par rapport à ça? Et là, on rejoint les règles générales de constitution des provisions, hein, le règlement CNC 2001, qui dit, dans ce cas-là, d'abord, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'abord de faire un audit avec, pour savoir de quoi on parle, hein, quel est le montant en cause, parce que selon les entreprises, c'est plus ou moins significatif ou pas. Et puis après, il va falloir déterminer, selon, je dirais, une fois que vous avez le risque global, quel est le montant de la provision à intégrer dans vos comptes au 31 décembre en fonction d'un certain nombre. Une provision, c'est quelque chose qui est plus probable qu'improbable. Donc d'abord, il faut juger le caractère probable ou pas. Et puis après, une fois que vous avez jugé que c'est probable, il va falloir déterminer quel est le quantum de cette provision. Parce que il y a le problème des salariés qui sont partis, il y a le problème des salariés qui sont toujours là, et tous n'auront pas nécessairement le même comportement. Donc il va falloir faire preuve de jugement. Et on rejoint ce que je disais tout à l'heure en termes d'incertitude. Hein. Incertitude, et donc qui dit plusieurs scénarios, plusieurs probabilités peut-être, et un jugement final pour comptabiliser et une information en annexe. J'avoue que on comprendrait, sauf cas très particulier, on aurait du mal à comprendre qu'il n'y ait pas du tout de provision quand même, hein, puisque il est clair qu'en cas de demande d'un ou plusieurs salariés, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est pas comme dans le cas, par exemple, où on évalue un risque fiscal et on dit on pourra toujours se défendre. Là, à partir du moment où vous avez une demande, il y aura forcément
il y aura forcément à payer. Donc clairement, il faut se poser, ça pose quand même un certain nombre de problèmes techniques, hein, d'abord de juger, de déterminer quel est le montant de l'enjeu. Comme l'expliquait Céline, en plus, on a ces problèmes est-ce qu'il faut remonter jusqu'au 1er décembre 2009 ou pas? C'est ce que disent certains, hein. Donc, c'est vrai que les problèmes, tant qu'on n'a pas en plus de décision du ministère par rapport à ça, c'est vrai que l'enjeu d'évaluer la provision est quand même très significatif. Céline, je te repasse la parole sur la loi de partage de la valeur. Eh bien, avec plaisir. Alors, le sujet est un petit peu plus réjouissant, hein, puisque ce sont des mesures en faveur des employeurs, mais également de vos salariés pour justement pouvoir fidéliser et motiver. Alors, la loi de partage de la valeur au sein de l'entreprise, cette loi a été promulguée le 29 novembre. C'est très récent. Mais pas tant que ça, puisqu'en fait, elle est la transposition d'un accord national interprofessionnel qui a été signé le 12 ou le 13 février de cette année. Alors, un accord national interprofessionnel, c'est un accord qui a été négocié entre des représentants des syndicats représentants des employeurs et des syndicats représentant les salariés. Donc, c'est intéressant puisque là, pour le coup, ce sont les principaux concernés qui se sont mis d'accord. Donc, la loi, elle a été publiée au journal officiel du 30 novembre et elle est entrée en vigueur le 1er décembre. Donc, la plupart des propositions de l'ANI sur le partage de la valeur sont reprises. Il y a des nouveaux dispositifs de partage de la valeur qui ont été instaurés, des nouvelles modalités pour la prime de partage de la valeur et 2 expérimentations ainsi que la réforme de certains points sur l'intéressement, la participation ou l'épargne salariale. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on présente les principales mesures et il y a d'autres mesures sur lesquelles on communiquera ultérieurement qui concernent la distribution d'actions gratuites aux salariés avec des augmentations de plafond. Alors, donc, cette loi de partage de la valeur, et c'était prévu comme ça également dans l'ANI, elle prévoit en fait une expérimentation mais ce sont des obligations, hein, mais c'est à titre expérimental pour 5 ans. Et ça vise les entreprises de moins de 50 salariés et à partir de 11 salariés. Donc, c'est un dispositif de partage de la valeur qui va devoir être mis en place. Et cette obligation, elle entre en vigueur, alors pas au 1er janvier 2024, on a un petit peu de répit, mais au 1er janvier 2025. Donc, les entreprises entre 11 et 49 salariés, dès lors qu'elles sont profitables, alors profitables, c'est-à-dire qu'elles ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, seront obligées de se doter d'un dispositif de partage de la valeur au cours de l'exercice suivant, si elles ne sont pas déjà couvertes par un tel dispositif au moment de la réalisation de cette condition. Alors déjà, il faut savoir que les entreprises unipersonnelles individuelles, il peut y en avoir qui emploient plus de 11 salariés, c'est rare, ne sont pas concernées en fait par l'expérimentation. Ça ne concerne que les entreprises au sens de société. Et également, en termes d'obligations à mettre en place, au final, quand on regarde de par notre expérience en cabinet, en fait, sur le planète des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui, depuis quand même quelques années, versent chaque année une prime de partage de la valeur. Donc, a priori, elles ne se rentreraient pas dans le champ de cette obligation. Alors, pour les autres, donc, elles vont avoir plusieurs possibilités. Donc, pour partager la valeur de l'entreprise, c'est effectivement soit verser une prime de partage de la valeur. Alors, avec ce dispositif finalement qui semble le plus simple, enfin qui est a priori le plus simple, ou mettre en place un dispositif d'intéressement. Alors, l'intéressement a quand même l'avantage de pouvoir bénéficier aux dirigeants d'entreprises dans les structures de moins de 250 salariés. Donc, entre la PPV et l'intéressement, il y aura une réflexion à mener, notamment si le dirigeant souhaite bénéficier de ce partage de la valeur. Mais elle pourra également mettre en place un dispositif donc, de participation volontaire par accord d'entreprise ou tout simplement, lorsqu'il y a un plan d'épargne ou s'il n'y en a pas, en ouvrir un et abonder dans un plan d'épargne salariale. Alors, cette obligation, et c'était prévu ainsi dans l'ANI et ça a été repris dans la loi, elle concerne également les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les mutuelles, les coopératives.
Donc, pour ces dernières, elles ne réalisent pas nécessairement un bénéfice, en fait. Donc, c'est si le résultat excédentaire est au moins égal à 1% des recettes pendant au moins 3 exercices consécutifs, eh bien, elles vont devoir également instituer un dispositif de partage de la valeur au cours de l'exercice suivant. Ou alors, elles pourront mettre en place un dispositif d'intéressement abondé dans un plan d'épargne ou verser une PPV. Donc, c'est à compter du 1er janvier 2025. Et donc, pour la participation, c'est sous réserve et l'intéressement, c'est sous réserve qu'un accord de branche l'autorise. Alors, même si on pense que les associations ne font pas de bénéfices, une association a quand même pour objectif d'avoir un résultat, idéalement qui soit légèrement excédentaire pour pouvoir mettre un petit peu de trésorerie de côté, mais en tout cas de ne pas être déficitaire. On peut passer à la slide suivante. Alors, l'expérimentation concerne… Alors ça, c'était la première expérimentation qui est donc obligatoire. Et il y a une deuxième expérimentation, celle-ci n'est pas obligatoire, c'est la possibilité de conclure un accord de participation avec une formule dérogatoire moins favorable que la loi. Donc, ça concerne les entreprises de moins de 50 puisque ces entreprises ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation, mais si elles le souhaitent, elles vont pouvoir désormais appliquer un régime donc, de participation volontaire avec une formule de calcul qui sera moins favorable que la loi. Alors, comment faire? Donc, ce sera soit par application d'un accord type de participation conclu au niveau de la branche. Donc, ça veut dire, parce que c'est nouveau en fait, hein, ça n'existait pas les formules dérogatoires au niveau de la participation. Donc, ça veut dire que les branches professionnelles vont devoir ouvrir des négociations au plus tard le 30 juin 2024, soit par la mise en place de la participation de façon volontaire au moyen d'un accord d'entreprise de participation, puisque dans ce cas, il n'est pas possible d'y recourir par décision unilatérale. Et enfin, donc une autre obligation issue de cette loi. Donc là, ça concerne les entreprises, puisqu'on a évoqué pour les moins de 50, mais bien sûr, il y a des choses pour les plus de 50. C'est une nouvelle obligation qui est de négocier sur la définition du partage en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Alors, déjà, cette obligation ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés et qui sont dotées d'un délégué syndical. Donc, une entreprise qui n'a pas de délégués syndicaux ou au moins un délégué syndical n'entre pas dans le champ de cette obligation. Et les négociations portant à la fois sur l'intéressement et la participation devront également porter sur l'insertion d'une clause spécifique dont l'objet sera de définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise et de fixer les modalités de partage de la valeur en découlant. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qui est important, et c'est toute la difficulté de cette nouvelle obligation, c'est la définition de ce bénéfice, de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Donc, le bénéfice, on sait ce que c'est. Par contre, l'augmentation exceptionnelle, bien évidemment, ça peut sembler, et c'est très subjectif. Donc, alors quand même, le législateur donne quelques indications. Donc, ça pourra être en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, des bénéfices réalisés lors des années précédentes ou des événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Et là, ensuite, pour le coup, la main va être laissée en fait aux dirigeants et aux partenaires sociaux de définir en fait cette augmentation exceptionnelle. Donc, les entreprises qui sont déjà couvertes par un accord d'intéressement ou de participation à la date de promulgation de la loi devront engager donc, la négociation d'ici le 30 juin 2024, puisque cette obligation rentre en vigueur à la promulgation de la loi, pour définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage entre les salariés. Alors, l'employeur, donc une fois qu'on a défini cette augmentation exceptionnelle du bénéfice, l'employeur, l'entreprise, devra prendre des engagements en termes de partage de la valeur si on rentre dans les clous et qu'on a bien cette augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc après, les modalités de partage sont assez vastes et assez souples, puisque ça pourrait être le versement direct d'un supplément de participation ou d'intéressement,
l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un accord de participation d'intéressement. A priori, ce sera plutôt d'intéressement puisque la participation est supposée être déjà en place puisqu'elle est obligatoire pour les entreprises concernées par cette obligation, ou l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d'un supplément de participation. L'ouverture d'une négociation relative à l'octroi d'un abondement patronal sur un plan d'épargne d'entreprise, ou alors l'ouverture de négociations sur la distribution d'une prime de partage de la valeur. Donc, les outils, en fait, sont assez nombreux. Alors, l'ANI qui a été transposée dans cette loi le 29 novembre a également créé un nouveau dispositif. Donc, en plus de la PPV, de l'intéressement et de la participation, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, donc sous les sigles PPVE. Alors, ce dispositif, pour l'instant, en l'état, n'est pas applicable. Donc, je vais vous donner les grandes lignes, puisqu'on attend en fait ces décrets d'application. Donc, l'idée, c'est que c'est un plan triennal, en fait. C'est sur 3 années. Et donc, l'employeur va se fixer des objectifs. Donc, c'est une mesure collective. Et face à ces objectifs, il va déterminer un montant de prime qui sera distribué. Alors, il n'y a pas de condition d'effectif. C'est-à-dire que toute société, toute entreprise pourra le mettre en place. La mesure doit être collective, mais il y a la possibilité de prévoir une condition d'ancienneté de 12 mois maximum. Donc, ça pourra être mis en place par accord d'entreprise ou par accord ratifié en fait par le personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand même le montant maximal qui peut être attribué par salarié au titre d'un même exercice est plafonné aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, ça représente un peu plus de 32 000 €. Donc, la prime issue du PPVE, en fait, pourra être placée sur un plan d'épargne salariale ou retraite d'entreprise. Et donc, elle a un régime social et fiscal intéressant puisqu'elle va être exonérée de cotisations sociales, de forfait social également. En revanche, il y aura une contribution de 20% à verser à l'URSSAF. Et elle sera également exonérée d'impôt sur le revenu. Donc là, il y aura une limite pour l'exonération d'hier et sous condition qu'elle soit placée dans un plan d'épargne entreprise. Alors, la prime de partage de la valeur. Donc, la prime de partage de la valeur, ce n'est pas un dispositif nouveau, mais en fait, il fait l'objet de quelques aménagements dans le cadre de cette loi. Et un qui est particulièrement intéressant, c'est que la loi a été promulguée le 1er décembre 2023. Et dans le cadre donc c'était également prévu dans l'ANI, dans le cadre de cette loi qui transpose l'ANI, eh bien, il est prévu la possibilité de verser 2 PPV par an dans la limite des plafonds de 3 ou 6 000 €. 6 000 €, c'est pour les fondations, les ESAT et les entreprises qui ont mis en place un accord d'intéressement. Et donc, aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui ont probablement versé une prime de partage de la valeur au mois de mars. Elles peuvent en reverser une au mois de décembre. Alors, donc, pour rappel, donc, les montants, ils restent inchangés. Donc là, on va pouvoir attribuer 2 PPV et on a toujours cette possibilité pour une même PPV de la verser en plusieurs fois. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on n'a pas trop de visibilité en fait sur le déroulé de l'année, ça permet de se dire je verse une PPV avant l'été et j'en reverse une en fin d'année pour faire comme un cadeau de Noël. Donc là, si vous êtes intéressé et si vous souhaitez en reverser une, pour l'année 2023, il vous reste une dizaine de jours. Donc, l'apport également de la loi, c'est la possibilité en fait d'affecter la prime de partage de la valeur dans un plan d'épargne salariale. Ce qui permet alors que les sommes, alors c'est déjà le cas, mais quelle que soit la taille pour une partie en tout cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, ainsi les sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu. Là, aujourd'hui, pour les salariés qui gagnent plus de 3 fois le SMIC et dans les entreprises de plus de 250 salariés, la somme n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu. Et également, ça permettra aux employeurs qui le souhaitent, qui l'ont prévu dans leur règlement de plan d'épargne, de pouvoir abonder le montant de la prime, quand la prime de partage de la valeur est versée dans un plan d'épargne. Alors, le régime fiscal et social évolue un petit peu au 1er janvier 2024. Alors, pour les entreprises, ce qui était prévu, c'est que ça évolue pour tout le monde, pour toutes les sociétés au 1er janvier 2024. Il était initialement prévu que la prime de partage de la valeur demeure exonérée de cotisations sociales,
mais soient soumises en fait à CSG-CRDS, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'était ce qui était prévu avec la loi du 16 août 2022. Là, avec cette loi, les entreprises de moins de 50 salariés vont pouvoir continuer d'appliquer le régime actuel, et cela jusqu'au 31 décembre 2026. Ensuite, pour les autres, il n'y a plus ce plafond des 3 SMIC. Donc, quelle que soit la rémunération des salariés, la prime va rester donc exonérée de cotisations sociales, sous réserve de respecter les plafonds de 3 ou 6 000 euros par an. Et en revanche, il faudra effectivement payer la CSG-CRDS, l'impôt sur le revenu, sauf en cas d'affectation donc dans un plan, et le forfait social pour les entreprises de plus de 250 salariés. En revanche, voilà, pour les moins de 50, il n'y a que lorsque la rémunération du salarié concerné est supérieure à 3 SMIC, évaluée en fait sur les 12 mois précédant le versement de la prime, où il faudra payer la CSG-CRDS et l'impôt sur le revenu, sauf en cas d'affectation dans un plan d'épargne. Alors, Je laisse la parole à Jean-Laurent. Oui, quelques mots au niveau comptable sur la prime de partage de la valeur. Il est clair, bon, comptablement, le versement de la prime ne pose pas de problème spécifique. Ce qui peut poser problème, c'est de savoir à quel moment on peut constituer une provision pour prime de partage de la valeur. Alors, je vous rappelle que à ce niveau-là, il y a 2 conditions qui sont cumulatives à la clôture d'un exercice pour pouvoir comptabiliser une provision. D'une part, existence d'une attente légitime, c'est-à-dire que vous avez prévenu les salariés, ils sont en droit d'attendre cette prime, et d'autre part, l'obligation de l'entreprise vis-à-vis des salariés peut être évaluée avec une fiabilité suffisante à la date de clôture, bon, sachant que vous avez toujours la possibilité d'ajuster la provision jusqu'à la date d'arrêté. Mais pensez bien que si vous voulez comptabiliser une provision, il faut que les salariés, il faut que vous ayez informé vos salariés avant la date de clôture. Ce n'est pas la date d'arrêté qui compte, c'est la date de clôture. Alors, on vous a préparé un petit tableau sur lequel on va passer, parce qu'on prend un peu de retard, mais globalement, qui présente dans quelle situation vous êtes, et selon les situations, à quel moment vous devez comptabiliser une charge à payer, vous devez comptabiliser une provision, ou vous n'avez pas le droit de comptabiliser aucune provision ni aucun passif, hein. C'est notamment dans le cas où vous prévenez les salariés après la date de clôture. Alors, je passe rapidement. Réforme des retraites, quelques mots en termes de comptabilité sur la réforme des retraites. Je pense que les principales mesures, on en a tous entendu parler, on peut passer aussi rapidement sur ce point. En matière d'effets sur les engagements de retraite, donc en matière comptable, hein, on a des effets à la hausse et des effets à la baisse. Ce qu'on peut dire, les effets à la hausse des salaires, puisque on aura forcément 2 ans de plus, on aura des salaires plus élevés, mais on a des effets d'actualisation un peu plus longs, des effets de linéarisation un peu plus longs. Donc globalement, ce qu'on a pu voir, sans que ça constitue des statistiques, c'est une légère baisse des provisions, mais bien évidemment à vérifier au cas le cas. Alors, en matière de traitement comptable de cette provision, il y a plusieurs positions. Alors, il s'agit d'une modification de régime, donc qui doit bien évidemment être comptabilisée selon les règles de la recommandation ANC 2013-02. Alors, selon la situation dans laquelle vous êtes, les règles de comptabilisation vont être sensiblement différentes. Alors, si on prend par la droite, si vous ne comptabilisez pas d'engagement de retraite, c'est simplement une information en annexe. Donc, la réforme des retraites doit être prise en compte pour le calcul de l'engagement qui est mentionné en annexe. Donc, pas de difficulté. Dans le cas où vous comptabilisez des engagements de retraite, vos engagements de retraite, mais vous ne respectez pas le 2013-02. C'est notamment dans le cas où vous êtes où il y a moins de 250 salariés et où vous avez la possibilité de faire une évaluation simplifiée de vos engagements de retraite. À ce titre-là, ça doit être comptabilisé également en totalité en résultat, là. Par contre, si vous appliquez le 2013-02, selon la règle, vous avez 2 cas. Le cas où vous êtes resté sur l'ancienne IAS 19, hein, il y a la possibilité d'appliquer l'ancienne IAS 19,
Et il y a la possibilité d'appliquer la nouvelle IAS 19, l'IAS 19 révisée. Dans le cas où vous appliquez IAS 19 révisée, la position est simple, vous devez comptabiliser l'ajustement directement en résultat. Donc, il n'y a pas de souci particulier. En revanche, si vous êtes encore à l'ancienne version d'IAS 19, la version dans laquelle on appliquait le corridor pour les gens à qui ça dit quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, si vous appliquez la méthode du corridor, l'ajustement doit être amorti, entre guillemets, sur la duration moyenne de l'engagement, c'est en général entre 10 et 15 ans à calculer selon les entreprises. Et donc, vous amortissez cette différence. Donc, suivant les cas, 4 possibilités, bien évidemment, et qui peuvent être différentes. Voilà, on en a fini avec la partie sociale et comptable qui était assez lourde et assez complexe, notamment avec cette histoire de provision pour les congés payés sur les arrêts maladie. Et donc, nous allons passer rapidement sur la partie juridique. Alors, Alexandra, qui devait présenter, n'a pas pu se libérer, donc je m'en charge rapidement. Alors, il n'y a pas de grosse nouveauté, hein, donc vous trouverez également dans le support nos commentaires sur le nouveau régime sur le je suis en train de chercher le nom sur le répertoire national des entreprises, le RNE, hein, et sur les difficultés que ça peut occasionner en termes pratiques. Et donc, un point particulier au niveau juridique, c'est la nouvelle procédure de régularisation en cas de perte de la moitié du capital social. Jusqu'à présent, vous aviez la procédure prévoyait d'une part la tenue d'une assemblée extraordinaire qui décidait ou non de la dissolution de la société. Et après, vous aviez 2 ans pour régulariser. Là, on a un délai sous certaines conditions, c'est-à-dire si la société, au bout de 2 ans, si vous n'avez pas reconstitué vos capitaux propres, et si votre capital est supérieur à un certain seuil, alors vous voyez les seuils, c'est 1% du total du bilan pour les SARL et les SAS, c'est 1% du total du bilan ou le minimum légal pour les SA. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas régularisé et que votre capital social est supérieur à un certain seuil, vous bénéficiez d'un second délai de 2 ans pour réduire votre capital et le ramener à une valeur égale à ce seuil. Donc, vous voyez, c'est un délai supplémentaire qui est octroyé sous certaines conditions. Ça ne modifie pas fondamentalement les règles, ça les assouplit un petit peu. 2 décisions intéressantes, une décision de doctrine qui nous émane de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et qui a indiqué que dans le cas où vous étiez dans le cas d'une SARL où il y avait une convention entre le gérant et la société, on se retrouvait dans une situation où personne n'avait le droit de voter pour des problématiques de conflit d'intérêts. Et là, ce qu'a dit la CNCC, c'est que dans ce cadre-là, si la SARL est représentée par quelqu'un d'autre que le gérant, eh bien, la SARL pourrait voter la convention. Donc, ça peut éviter certaines situations de blocage qu'on connaît dans les SARL. Et dernier point, qui est une décision de jurisprudence qui vient de la Cour d'appel de Reims et qui a jugé que dans un même groupe, il pouvait y avoir plusieurs holdings animatrices. Alors, c'est surtout par rapport à des considérations fiscales que ça peut être intéressant. C'est dire qu'il peut parfaitement y avoir une holding animatrice pour une partie du groupe, pour une certaine activité, plus une super holding animatrice qui pourrait gérer tout le groupe. Voilà donc rapidement, il n'y a pas de difficulté particulière et je vais passer la parole à Paul Berthou et Claire Quillet, nos spécialistes consolidation pour la partie consolidation en règle française.
Merci Jean-Laurent. Il fallait justement le temps nécessaire pour aborder justement les sujets sur les congés payés, sur la PPV. N'hésitez pas si vous avez des questions, justement, nous sommes là pour y répondre dans le cadre de vos arrêtés des comptes 2023. Concernant la consolidation, euh, pas de sujet vraiment majeur, donc on va essayer de dérouler cela rapidement en même temps pour caler, car il y a deux thèmes après, la facture électronique et la RSE, et ça concerne vraiment tout le monde, c'est vraiment des sujets d'actualité, donc il faut tenir jusqu'à midi. Concernant donc les sujets conso, on a pilier 2, déjà abordé par Jean-Laurent en préambule, et comme vous avez pu le lire sans doute ou l'entrevoir, cela ne concerne que les groupes qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. Pour cela, ils vont devoir calculer un taux d'effectif d'imposition, le fameux TEI. C'est l'impôt sur le résultat conso. Et ce résultat conso sera déterminé avec des nouvelles règles, désormais qu'on appelle les règles GloBI ou les règles globales anti-base érosion. Et donc, quelles sont les conséquences en consolidation française? Parce que c'est ça notre question. On n'est pas là sur le pilar 2 exactement. Par exception, l'ANC, l'autorité de l'ANC, en le 2020-1, a décidé que par exception, il n'y aurait pas de comptabilisation d'impôts différés sur ce sujet-là, même s'il y a des différences fiscales, comptables et conso, mais par exception, il n'y aura pas d'impôt différé sur ce thème-là. Voilà, donc ça nous arrange bien, mais le pilar 2 est un vrai sujet complexe pour tous les groupes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Le deuxième sujet sur la consolidation, sujet d'actualité qui existe déjà depuis, on va dire, depuis 2 ans, c'est l'hyperinflation. Donc, on vous a mis là en visu les pays concernés. Donc, pas de modification par rapport à l'année dernière. L'année dernière, la grosse nouveauté, c'était la Turquie qui a impacté beaucoup les comptes consolidés. L'Argentine y est déjà et ne va pas modifier avec les dernières élections présidentielles qu'il y a eu là-bas. Voilà. Donc là, vous avez la liste des pays en hyperinflation et les pays sous surveillance. Voilà, il y a l'Égypte qui risque, quand elle va basculer, avoir des gros impacts. En synthèse, sur l'hyperinflation, après nous, en règle conso française, on corrige les effets en ayant une analyse en fonction de la nature des éléments qui sont au bilan. Si c'est un immeuble, on utilise un taux. Et si c'est du BFR, client, cash, fournisseur, on utilise un autre taux. Voilà, ça c'est concernant l'hyperinflation. Concernant les locaux inoccupés, sujet je crois abordé très rapidement par Jean-Laurent tout à l'heure. Donc désormais, il est possible de constater une provision pour des loyers restant à courir jusqu'à la fin du bail dans les comptes sociaux. Les conséquences de cette disposition des comptes sociaux dans les comptes consolidés en France, c'est que désormais c'est un indicateur de perte de valeur. Et pour ce faire, après nous allons dérouler le cheminement classique sur un impairment test qu'on fait sur les UGT, sur les unités génératrices de trésorerie. Et si la valeur d'utilité de ce groupe, de cette branche d'activité, est inférieure à la valeur comptable, alors nous allons continuer à dérouler le cheminement classique, c'est-à-dire réduire à du concurrence la valeur du goodwill, puis, si besoin, réduire aussi la valeur des autres actifs, stock, clients, etc. Voilà. Donc, en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une provision pour loyer pour locaux inoccupés, alors en consolidation, c'est un indice de perte de valeur. La clause de complément de prix, ça c'était pour Jean-Laurent et voilà. Pour une fois, les comptes sociaux ont suivi les recommandations qui étaient déjà préconisées en compte conso. Donc, quand lors d'une acquisition de groupes, de titres, de filiales, il faut estimer au plus près, évidemment, la valeur et le cash qui va être nécessaire pour sortir, donc le prix initial ainsi que tous les clauses de complément de prix à venir dans le futur. Voilà. Donc en compte conso, pas de modification substantielle, ça l'était déjà fait.
Voilà, c'était donc les points nécessaires à retenir. Voilà, pensez à Pilar 2, etc. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et je passe la parole à Claire qui va vous parler, enfin vous rappeler surtout les obligations de consolidation. Bonjour à tous, merci Paul. Alors là, c'est un slide qui vous présente donc les rappels sur les obligations de consolidation parce que j'ai beaucoup été sollicitée, je trouve, cette année dessus. Et donc, ça méritait, selon moi, qu'on s'y attarde pour la clôture 2023. Donc, pour rappel, l'obligation de publier des comptes consolidés pour toutes les sociétés qui contrôlent de manière exclusive et conjointe une ou plusieurs sociétés. Donc, de base, c'est une obligation de publier dès qu'on a contrôle et sont exemptés seulement si on ne dépasse pas 2 des 3 critères suivants pendant 2 années de suite, un total bilan de 24 millions, un total de chiffre d'affaires de 48 millions et un nombre de salariés de 250 pardon. Donc, c'est que si on ne dépasse pas ces seuils-là qu'on est exempté. De base, on doit les faire dès lors qu'on contrôle des sociétés de manière exclusive ou conjointe. Autre exemption, c'est quand la société elle-même est sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes conso. Donc, quand on est dans un ensemble plus grand, à ce moment-là, on est exempté de publier des comptes conso. Autre cas d'exemption, c'est quand toutes les sociétés contrôlées peuvent être exclues du périmètre de conso. Donc, pour rappel encore, les cas d'exclusion sont les suivants. Donc, ça, c'est un cas obligatoire quand on a des restrictions sévères et durables. Et les 3 autres cas sont des exclusions possibles quand on détient des titres en vue d'une cession ultérieure, quand la filiale est d'un intérêt négligeable ou quand la filiale a des difficultés à obtenir l'information. Et dernier cas d'exemption, c'est quand toutes les sociétés prises individuellement ou collectivement présentent un intérêt négligeable. Autre rappel, obligation de nommer 2 commissaires aux comptes dès lors qu'on publie des comptes consolidés. Jean-Laurent, s'il te plaît. Merci. Sujet qui est tombé sur la fin d'année par la CNCC le 15 septembre 2023. Donc, on a pris un cas pour vous illustrer les propos. On a une société A qui a été créée en juillet, par exemple, et qui clôture son premier exercice social au bout de 18 mois, qui a acheté ou qui prend le contrôle d'une société B, elle-même tête d'un sous-groupe, qui clôture son exercice social le 31/12. B établit et publie ses comptes le 31/12. Et A, la CNCC a précisé donc que A a l'obligation d'établir des comptes conso à la date de son premier exercice social, donc le 31/12 N+1. Et donc, comme elle aura 18 mois d'activité, toutes les sociétés incluses dans le périmètre devront avoir 18 mois d'activité. Et dans ces cas-là, B est exempté de publier des comptes conso parce que inclus dans un groupe plus important. Solution possible pour les SAS qui n'ont pas d'obligation de tenir une assemblée dans les 6 mois de date de clôture. Attention, pour les autres formes de société, il faudra avoir un report de délai. Sous-filiale significative. Donc là, on sort un peu de la conso, c'est pour l'obligation de nommer des commissaires aux comptes. C'est un rappel de la loi Pacte. Donc dès lors qu'on est défini comme étant un petit groupe, c'est-à-dire un groupe qui détient, enfin qui présente 2 des 3 seuils suivants, 4 millions de total bilan, 8 millions de chiffre d'affaires hors taxes et 50 salariés. Donc dès lors qu'on remplit ces critères-là, ou 2 de ces 3 critères-là, on doit nommer un commissaire aux comptes. Et quand on est une société contrôlée significative, donc à l'intérieur d'un périmètre, mais qui elle-même toute seule est significative, c'est-à-dire qui dépasse 2 des 3 seuils suivants, 2 millions de total cumulé bilan, 4 millions de total chiffre d'affaires et 24 salariés, là aussi, on doit nommer un commissaire aux comptes. Pour rappel, donc l'obligation de nommer 2 commissaires aux comptes est prévue pour les sociétés qui sont astreintes à publier des comptes consolidés. Quand une entité est astreinte à publier des comptes conso ou les publie volontairement, les comptes conso doivent être obligatoirement certifiés. Par contre, quand les comptes conso sont établis uniquement à destination de banquiers, par exemple, quand c'est vraiment préparé pour des besoins spécifiques, les comptes n'ont pas à être certifiés. C'est souvent demandé, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et là, pour rappel aussi, sans que ça vous fasse peur, s'il y a un défaut de nomination de 2 commissaires aux comptes, c'est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Vous verrez dans votre support, il y a 2 cas qui illustrent les propos de sous-filiales significatives et de sociétés contrôlées significatives. Et dernier rappel aussi, parce que c'est un gros travail effectué par Jean-Laurent,
Merci encore Jean-Laurent. Donc, qui a recensé dans cet ouvrage-là, État financier consolidé illustré, un exemple de rédaction des notes annexes à des comptes consolidés. Et donc, si vous avez, c'est assez exhaustif. Donc, si vous êtes en panne d'inspiration pour rédiger des notes annexes, n'hésitez pas à vous y référer. C'est assez complet. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Vincent Giraud, associé en charge de la facturation électronique. Merci Claire, merci Paul. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de facture électronique avec en préambule quelques éléments de contexte qui en soi ne sont pas nouveaux. Mais en fait, pour quelles raisons aujourd'hui on parle beaucoup de facture électronique et pourquoi est-ce que le gouvernement et la DGFiP s'y intéressent? Alors, premièrement, c'est la lutte contre l'évasion et la fraude à la TVA, hein. Quand on voit que les estimations s'élèvent à peu près à 15 milliards d'euros par an de TVA qui ne transiterait pas par les caisses de l'État. Ça en fait un sujet suffisamment significatif pour être considéré. Pour autant, ça n'est pas le seul objectif recherché dans le cadre de cette réforme. Il y a des éléments qui sont à vocation plutôt macro, tels que le pilotage, enfin l'estimation de l'activité nationale en temps quasiment réel sur le territoire domestique. Et puis, de façon un peu plus centrée sur les entreprises, on va s'intéresser à tout ce qui est délai de paiement des fournisseurs, puisqu'en fait, dans le cadre de la loi LME, les délais de règlement sont encadrés. Et là, le fait de pouvoir suivre en temps réel et les flux de facturation vont contraindre les entreprises à s'y conformer. On a d'autres problématiques, d'autres sujets, d'autres objectifs recherchés, tels que les économies liées au coût de traitement de factures, avec les gains de productivité qui peuvent y être rattachés. Tout ça mis bout à bout, ça fait que en fait, on s'y intéresse très fortement. La frise chronologique qui est en haut à droite, aujourd'hui, elle est quelque peu décalée, hein, pour ceux qui ont suivi le calendrier, puisque on était censé passer à compter de 24 à la réforme, donc avant nos voisins allemands. Et puis en fait, on verra tout à l'heure que la mise en application de la réforme est reportée, donc nos voisins y passeront avant. Donc ça, c'était pour le contexte. Quand on parle de facture électronique, concrètement, de quoi on parle? Est-ce que si j'envoie ma facture au format PDF par mail, j'envoie une facture électronique? Eh ben, clairement, la réponse est non. Pour répondre aux critères de facture électronique dans le cadre de cette réforme, il va falloir s'intéresser à deux aspects. Le premier aspect, ça va être le flux que va emprunter la facture pour partir du vendeur, arriver chez l'acheteur. Aujourd'hui, dans un schéma classique, le vendeur envoie sa facture à l'acheteur et chacun fait sa déclaration de TVA et donc communique auprès de l'administration fiscale ses niveaux d'activité. Demain, une fois que la réforme sera mise en place, on va être dans un schéma un peu différent, dans le sens où le vendeur va adresser sa facture non pas directement au client, mais en fait va la déposer sur un portail. Alors on verra qu'il peut être soit privé, soit public, charge à l'acheteur d'aller chercher sa facture sur le portail. Et l'administration fiscale aura de fait communication en temps réel de la facture qui sera déposée sur la plateforme. Donc c'est un changement dans le mode de diffusion de la facture. Et derrière, les problématiques qui s'y posent vont concerner, est-ce que j'ai un niveau, une volumétrie de factures entrantes et sortantes important, auquel cas il faudra choisir soit d'aller les déposer manuellement, soit de choisir un opérateur, ou en tout cas développer le bon connecteur pour aller déposer les factures. Des questions d'outils. Est-ce que mes outils aujourd'hui sont capables, ou en tout cas demain seront capables de communiquer avec les différents portails? Donc c'est plutôt des problématiques outils. Deuxième aspect à avoir à l'esprit quand on parle de facture électronique, c'est la slide suivante. Ça va concerner non plus le flux de circulation, mais le format de la facture. Aujourd'hui, en fait, un PDF n'est autre qu'une image de facture. Cette image est lisible à l'œil humain, mais pas directement par l'ordinateur.
Alors on a des mécanismes d'OCR qui permettent de récupérer la donnée par la machine, mais en tout cas pas en lecture directe. Demain, dans le cas de la facture électronique, dans le cas de la réforme, la facture devra avoir un format structuré ou un format mixte. Format structuré, c'est clairement des lignes de code qui vont être lisibles directement par la machine. C'est aujourd'hui l'EDI, pour ceux qui traitent de factures dans la grande distribution, dans le pétrole, parfois dans le milieu automobile aussi. On a déjà des échanges de factures au format EDI, les flux de liasse fiscale, par exemple, c'est de l'EDI. Donc tout ça, c'est un format structuré, pour autant qu'il soit conforme aux attentes, aux données du socle définies par l'administration fiscale, ils répondront au format de la définition de la facture électronique. Et puis on a le format qui est dit mixte. Ce format, c'est à la fois de la donnée qui est lisible par la machine, donc à travers ces lignes de code, mais aussi lisible par le lecteur, par l'œil humain. Donc en fait, concrètement, on va avoir le format Facturix, c'est un PDF, pardon, qui donc lui est lisible par l'opérateur de saisie, et puis sera rattaché un fichier de code retranscrit par la machine. Il y avait une mesure transitoire qui considérait à dire que le PDF, pour autant qu'il soit assorti d'une piste d'audit fiable, soit assorti d'une signature électronique, pourrait être converti par les opérateurs de dématérialisation et ou les plateformes de dématérialisation privées jusqu'à 2027, pourrait être conforme. Le calendrier ayant été décalé dans le temps, on n'a pas trop de visibilité sur le fait de demain pouvoir toujours envoyer du PDF à travers les opérateurs, charge à eux de les modifier, de les transformer. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'envoie. Maintenant, le quand je l'envoie et quand je suis concerné par la réforme. Initialement, la loi de finances 2021 fixait le calendrier qui était juillet 2024, obligation pour tout le monde en réception de factures électroniques, et de juillet 24 à janvier 26, obligation en émission selon qu'on était une grande entreprise, une ETI ou une PME. Ça, c'est ce qu'on avait à travers la loi de finances 2021. Été fin juillet 2023, communiqué de presse de la DGFiP qui met un gros coup de frein à main sur le calendrier en disant on reporte la mise en œuvre de la réforme, pour autant on ne communique pas encore de date. Ça c'était juillet. Dès la rentrée, on a eu plusieurs versions, plusieurs hypothèses qui avaient été mises en avant. Le premier projet de loi de finances 2024 fixait un calendrier qui était septembre 26, obligation pour tout le monde en réception et obligation en émission pour les grandes entreprises et ETI, et septembre 27 pour obligation en émission pour les PME. Amendement qui a été déposé sur la loi de finances dans la foulée, qui prévoyait un raccourcissement du calendrier, c'est ce que vous voyez, à compter de juillet 2025. Et énième rebondissement qui date de la semaine dernière, de jeudi ou vendredi dernier, passé en Assemblée nationale, qui confirme le calendrier de septembre 26, obligation pour tout le monde en réception et obligation en émission pour les grandes entreprises et ETI, et puis septembre 27 pour les PME, avec une nuance à travers laquelle un décret d'application peut reporter au 1er décembre 26 ou 1er décembre 27 la mise en application de la réforme. Voilà, donc aujourd'hui, vraisemblablement, on serait plutôt sur ce calendrier, septembre 26, obligation en réception, septembre 27, obligation, dernière date d'obligation en émission pour les PME. Et dernière problématique, c'est de savoir, en fait, on sait quand on est concerné, on sait quel message il faudra envoyer, en tout cas sous quel format. Et dernier sujet, c'est en fonction de mon client et du preneur, quelles données je traite.
Donc là, les textes n'ont pas bougé depuis la loi de finances 2021. On est sur une relation B2B, donc assujetti à assujetti dans une obligation d'émission de factures électroniques. Et quand on est dans un schéma B2C ou B2B étranger, dans une obligation de e-reporting. Donc e-reporting, ça va être la communication de certains éléments de facturation de façon consolidée à l'administration fiscale, la périodicité variant selon le régime de TVA applicable à l'entreprise et peut aller, dans le cas d'un régime de TVA normal, à un e-reporting tous les 10 jours. Donc là-dessus, le sujet pour les entreprises, c'est au-delà de savoir qui est son client final, puisque ça paraît sur le papier relativement simple, c'est de savoir est-ce que la donnée traitée dans les référentiels clients est suffisamment étayée et suffisamment juste, avec les bonnes informations et les bonnes informations dans les bons champs requis, pour savoir si le message qui devra partir et être adressé au client, ça sera une facture au format électronique ou pas, et donc un e-reporting. Donc c'est un sujet quand même assez pointu et transverse dans le cadre de la transformation de l'entreprise, puisque ça touche aussi bien les aspects process que data, que outils, fiscaux évidemment, puisque la genèse c'est un texte fiscal, mais plusieurs problématiques qui sont imbriquées dans les autres. Je vais maintenant laisser la parole à Iris, qui est notre associée responsable de l'offre RSE au niveau national. À toi, Iris. Merci. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va parler un peu de RSE. Alors, on vient de parler de beaucoup d'aspects réglementaires, comptables, sociaux, fiscaux. Mais il y a aussi des réglementations sur ces thématiques RSE et durabilité. D'abord, en introduction, je serai après à votre disposition pour toutes vos questions. Vous aurez mes coordonnées parce que concrètement, on va avoir très peu de temps pour aborder des sujets qui peuvent être assez subtils à comprendre et une réglementation avec une nouvelle directive un petit peu complexe. En tout cas, là, vous avez sous les yeux les sujets sur lesquels on intervient et sur lesquels, du coup, vous pouvez nous poser des questions qui peuvent être les diagnostics déjà pour savoir où est-ce qu'on en est. On est gestionnaire de projets de bilan carbone également. On dispense pas mal de formations sur ces thématiques RSE au sens large et sur la directive. Évidemment, on travaille sur la définition des stratégies RSE. On accompagne les sociétés à mission ou on les audite. On est accrédité OTI pour les sociétés à mission. On est également accrédité pour auditer les DPEF, les déclarations de performance extra-financière, qui vont être remplacées par les rapports de durabilité. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, sur la page suivante, on a ici un petit récapitulatif de certaines réglementations. On aurait pu commencer ce récapitulatif en 2001, si on avait pris la réglementation franco-française. Là, on commence en 2017 parce qu'on prend uniquement les réglementations, enfin pas uniquement, mais on présente à partir du moment où il y a eu des directives européennes. En France, il y avait déjà en 2001, avec la loi NRE, une obligation de publication d'un rapport développement durable. Puis en 2012, avec le Grenelle 2, une obligation de publication de ce qui s'appelait rapport RSE, et ce qui a changé de nom en 2017 pour devenir la déclaration de performance extra-financière, c'est le pavé jaune de la directive NFRD. Il y a une nouvelle directive qui est la rouge, qui s'appelle la CSRD, qui va commencer à s'appliquer à partir de 2024. On va voir les seuils et les dates ensemble après. Ces 4 directives, là, la jaune, la orange, la rouge et la rose, on l'a marqué sur le côté, c'est ce qu'on appelle le Green Deal européen, c'est-à-dire le pacte vert. C'est un dispositif global qui a pour objectif de faire évoluer les comportements, d'abord de la finance européenne, pour en faire un levier sur l'évolution des comportements des entreprises européennes. L'intention du législateur, c'est la pérennité du tissu économique européen. Le législateur est convaincu que pour ça, il faut faire évoluer les business models de nos entreprises vers des business models plus durables et donc prendre conscience dès aujourd'hui des opportunités, des risques et des impacts qu'on a sur ces thématiques-là pour commencer le plus tôt possible à bouger, à modifier, que ce soit modifier sa chaîne de valeur, modifier ses marchés, modifier ses offres et faire évoluer comme ça l'activité de nos boîtes et la manière dont on les opère. Il y a donc une directive bancaire, la rose, qui s'applique aux banques et aux fonds SFDR, qui va faire notamment que vous allez voir, vous avez peut-être déjà constaté, vous allez commencer à avoir des attentes beaucoup plus précises de la part des banques et de la part des fonds sur ces thématiques-là,
attentes qui vont se préciser parce que derrière, elles vont commencer à répondre à des obligations que eux ont de justifier comment est-ce qu'ils flèchent leur flux d'investissement et leur flux de crédit vers les entreprises les plus durables. Et donc, ils vont devoir comparer les entreprises entre elles pour savoir lesquelles sont les plus durables et du coup, disposer d'informations fiables et comparables de la part des entreprises afin de faire cette comparaison et d'arbitrer leur choix. C'est là que les entreprises qui vont dépasser les seuils, mais aussi leur chaîne de valeur, vont se retrouver concernées directement ou indirectement par cette nouvelle directive CSRD. On peut passer à la page suivante pour évoquer les seuils. Alors, les seuils des groupes qui vont être soumis directement, ce sera ceux qui dépasseront 2 des 3 seuils qui sont indiqués ici. OK. Et comme je le disais, les entreprises qui ne seront pas soumises directement, sachant que c'est celles qui sont appréciées au niveau consolidé, hein, et globalement, c'est les mêmes que pour les comptes conso. Et il y a également l'ensemble de la chaîne de valeur qui va être concernée, puisque quand on est soumis à la CSRD et qu'on doit donc publier un rapport de durabilité, on doit se poser sur l'ensemble de sa chaîne de valeur avec tout l'amont et tout l'aval. Et du coup, demander des informations et créer des synergies avec ces acteurs de sa chaîne de valeur amont et aval. C'est pour ça que vous avez peut-être constaté, pour ceux qui ont des clients en grand compte, qui vous demandent de plus en plus d'informations et peut-être de plus en plus précises, voire qui vous mettent des objectifs directement sur des sujets d'émissions carbone, par exemple, ou autres. Ça peut être aussi sur le devoir de vigilance, l'éthique des affaires, la biodiversité, l'utilisation de l'eau, etc. On peut continuer avec la page suivante sur un extrait. Alors, j'ai juste mis en bas à gauche, là, le nom des 10 normes thématiques. Il y a 2 normes de reporting transversales, parce que cette directive, pardon, est assortie de normes ESRS, qui sont les normes de reporting. Il y en a 2 transversales, et il y en a 10 thématiques. Et les thématiques, elles vous donnent juste les listes des macro-sujets, changement climatique, pollution, etc., qui ont été identifiés par l'Union européenne et sur lesquels les entreprises vont avoir à travailler. Pour déterminer quels sont les sujets les plus importants pour les entreprises et ceux sur lesquels il va falloir qu'elles se concentrent dans leur rapport de durabilité, elles vont commencer par établir ce qui s'appelle une analyse de double matérialité, qui est un exercice un peu spécifique, plus large d'analyse de risque, puisqu'on analyse les risques qui pèsent sur mon entreprise, mais aussi comment est-ce que moi j'impacte l'entreprise par la manière dont j'opère mes activités et avec l'ensemble de ma chaîne de valeur, comment est-ce que j'impacte mon environnement au sens large, l'environnement vert, mais aussi la société, les collaborateurs, etc. Donc ça, c'est une étape importante dans l'application de ce texte. Les dates d'application, vous les voyez également là, pour les sociétés, pour les groupes qui dépassent les seuils évoqués et qui sont cotés sur un marché réglementé. C'est une application à partir de l'exercice 2024, avec une publication dans le rapport sur la gestion du groupe à l'échelle des comptes consolidés, du coup, sur le début 2025. Pour les entreprises qui dépassent les seuils, mais qui ne sont pas soumises, qui ne sont pas, cotées sur un marché réglementé, on est sur une application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, et donc une publication début 2026. Ce rapport de durabilité, il doit porter sur le périmètre des comptes consolidés, mais également sur la chaîne de valeur, comme je l'ai dit. Il doit être audité par un tiers indépendant qui va avoir à fournir un niveau d'assurance modéré dans un premier temps, c'est-à-dire inférieur au niveau d'assurance que l'on peut émettre en tant que commissaire aux comptes sur les états financiers. Ce niveau d'assurance va être amené à évoluer à compter de 2028 vers un niveau d'assurance raisonnable, donc le même que sur les états financiers. Et ce document doit être annexé au rapport sur la gestion du groupe et il devra également être présenté dans un format électronique unique européen XHTML. Ça, c'est pas encore tout à fait prêt, mais ça va arriver a priori en 2025 pour le format électronique. Voilà, on peut passer à la page suivante. Là, c'est un petit exemple de ce qu'on peut avoir aujourd'hui et de ce qu'il faudrait avoir demain dans une application de cette directive CSRD. Alors, ce qu'il faut en retenir en quelques mots, c'est qu'il y a un attendu beaucoup plus précis et beaucoup plus encadrant. Aujourd'hui, il n'y a pas de norme de reporting, hein. Il y a une directive, effectivement, mais qui est assez brève sur le contenu de la déclaration de performance extra-financière quand on y est soumis. Et beaucoup plus de groupes vont être soumis à la CSRD que ceux qui publient aujourd'hui une déclaration de performance extra-financière. Donc, en fait, c'est un changement de paradigme. On rentre dans une ère, entre guillemets, où le reporting extra-financier et les rapports, dans le reporting, il n'y a pas que du quantitatif, il n'y a pas que des indicateurs, hein, il y a beaucoup d'explications, vont être normés.
par du coup ces normes ESRS et cette directive CSRD. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Si on continue avec la page suivante, on va voir que ah bah non, il y a une page en moins, pardon. Il y a aussi le sujet de taxonomie, pardon. Il y a une autre directive qu'on voyait sur la première page dans laquelle il y avait tous les pavés, la taxonomie verte, qui est une directive qui s'applique et aux corporates, aux entreprises et au secteur financier. Et cette directive, elle va amener les entreprises à devoir publier des KPI qui sont rapidement indiqués en bas à gauche de la page. C'est les mêmes seuils d'application pour la CSRD1. Des KPI de pourcentage de chiffre d'affaires, de pourcentage de CAPEX et de pourcentage d'OPEX, notamment, sur des activités identifiées comme vertes par l'Union européenne. Donc là, il y a un travail différent de celui de la directive CSRD pour pouvoir répondre aux exigences de la taxonomie verte européenne. Voilà. C'était le petit aperçu RSE durabilité qu'on souhaitait vous donner aujourd'hui. On est à votre disposition pour toutes vos questions et on vous encourage à vous connecter au webinaire IFRS qui aura lieu cet après-midi, qui est de 14h à 15h30. Et on a respecté le timing, il est midi. Ah, merci Iris, c'était parfait. Franchement, j'avoue qu'on aurait voulu finir à midi pile, on aurait eu du mal. Donc, si vous avez des questions, je sais pas, j'ai pas vu dans le chat. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Il y a une question sur le partage de la valeur. Voilà. Pour Céline, peut-être. C'est plutôt pour Céline. Céline, tu Céline, l'as... ton micro est coupé, Oui, par pardon, je suis en train de lire la question. Oui, pardon. Donc, pouvez-vous me redire les formes que prend la loi sur le partage de valeur pour les entreprises de moins de 50 salariés? Oui, en fait, pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est une expérimentation, donc entre 11 et 50 salariés. Donc, pour les entreprises qui vont réaliser en fait une croissance du bénéfice, enfin du moins un bénéfice de plus de au moins égal, enfin de 1% du chiffre d'affaires, l'obligation c'est de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc, ça pourra être une PPV, ce qui veut dire que les entreprises qui la versent chaque année, en fait, elles ont déjà rempli cette obligation, ou mettre en place un accord d'intéressement s'il n'y en a pas, un abondement supplémentaire au plan d'épargne entreprise, ou appliquer volontairement, mettre en place volontairement une participation, ou alors mettre en place le nouveau dispositif qui est la participation dérogatoire. Est-ce que ça répond à la question? Il y a une personne qui lève la main, son micro est activé, s'il veut parler, il a la parole. Monsieur Prost, vous pouvez désactiver votre... vous êtes en... Je ne sais pas si c'est possible de... Monsieur Prost... Je pense que ça doit être une erreur. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'il ne reste plus. Vous avez les coordonnées donc de tout le monde. Il ne reste plus qu'à mon nom et au nom de tous mes collègues à vous remercier pour pour avoir assisté à cette présentation. Donc n'hésitez pas à nous contacter en cas de problème. Donc il me reste plus donc à vous remercier, à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et ainsi qu'à vous donner rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, comme le précisait Iris, à 14h pour la présentation IFRS. Merci à tous. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, à tout à l'heure, au revoir.